Bonjour à tous! Pour cette vidéo, je voulais vous parler de la façon dont la création contemporaine, et plus exactement le théâtre contemporain, représente les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Bon, finalement rien de sorcier, on les représente en guerre et en ruine dans l'immense majorité des cas. Alors j'ai décidé de vous parler des pièces que j'ai lues et de pourquoi elles sont importantes. Comme d'habitude, j'aime être parfaitement transparente avec vous, et vous vous en doutez bien, cette vidéo n'a pas un but d'exhaustivité. J'ai travaillé sur un corpus restreint de 16 textes, dont 3 du même auteur. J'ai évidemment essayé de varier au maximum les pays dont il est question. Il m'en manque, bien sûr, certains étant plus difficiles à trouver que d'autres. Avant toute chose, petite mise au point, de quel pays parlons-nous exactement quand nous parlons du Maghreb et des pays du Moyen-Orient? D'après le ministère des Affaires étrangères, la liste est donc la suivante. Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, territoire palestinien, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Tunisie et le Yémen. Sur tout ce panel de pièces, j'ai des pièces portant sur l'Algérie, l'Irak, Israël, les territoires palestiniens, la Syrie et le Liban. Alors, vous allez me dire, pourquoi rien sur les autres? En Arabie Saoudite, le régime actuel étant ce qu'il est, il semble quand même assez peu ouvert à la création contemporaine. Cela ne signifie évidemment pas qu'il n'y en a pas, juste que cette création, si tant est qu'elle existe, n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. Et quand je dis pas parvenue jusqu'à nous, j'entends par des canaux officiels, traductions, maisons d'édition, etc. D'autres pays, tels que le Bahreïn, le Koweït ou Oman, sont des pays avec lesquels la France a peu de relations diplomatiques. En ce sens, les échanges culturels sont également presque inexistants. J'étais parvenue à trouver une pièce sur l'Iran et une autre sur l'Afghanistan, mais malheureusement, je ne suis pas parvenue à me les procurer. En Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Libye, la création contemporaine existe bel et bien qu'étant largement surveillée. Toutefois, ce sont des traductions de ces textes que j'ai peiné à trouver. Enfin, l'actuelle guerre civile qui fait rage au Yémen ne permet pas tellement l'émergence d'une création contemporaine. Restent les autres pays et une question qui demeure, pourquoi les textes de ces pays-là ont-ils été plus faciles à trouver? Le plus évident, c'est qu'il y a entre les pays comme la France, la Syrie, l'Irak, Israël, le Liban et les territoires palestiniens une véritable porosité culturelle et beaucoup d'échanges. Il faut aussi noter que beaucoup de metteurs en scène, de metteuses en scène, de comédiens ou de comédiennes issus de ces pays-là travaillent en étroite collaboration avec des pays francophones quand ils n'y vivent pas, ce qui facilite évidemment la transmission des textes. Nombreux sont également ceux qui travaillent en étroite collaboration avec des metteurs en scène ou des metteuses en scène français. Dernière petite précision sur mon panel de pièces lues pour la préparation de cette vidéo, la plus vieille date de 1988 et la plus récente a été éditée au premier trimestre 2025. J'ai donc 16 pièces qui s'inscrivent sur une durée de 37 ans. Et bien de la même façon que l'on parle de ce qu'on connaît en général, on écrit également à partir de ce que l'on connaît. Je vais ici prendre le contre-pied par rapport à ce que je fais habituellement et vous dire tout de suite de quoi il est question. Dans leur immense majorité, ces pièces parlent de la guerre. Elles parlent aussi de colonisation, de torture, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Elles parlent d'histoire des peuples, de liberté, d'exil, d'identité. En général, elles parlent d'autodestruction, de quête de soi, d'amour, d'espoir aussi. Parfois, plus rarement, elles parlent de la foi. De la lecture de ces pièces, je n'ai tiré aucun plaisir, parce que ce n'est pas leur but, parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Elles ne sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil, elles sont là pour nous heurter, pour nous dire tout simplement. Que voulez-vous que ça donne? Un monde en ruine dans la plupart des pièces. Si l'on prend ma pièce la plus ancienne, Le Retour au désert de Bernard-Marie Coltès, on va avoir une histoire de retour en France de Pied-Noir d'Algérie. En France, la maison familiale dans laquelle est demeuré Adrien, sa femme et son fils, voit revenir Mathilde, sœur d'Adrien, qui a quitté l'Algérie avec ses enfants. Mathilde, née en France et volontairement expatriée en Algérie, rentre dans une maison dans laquelle travaillent des domestiques algériens. Toute cette action se passe non loin d'un café lui-même tenu par un autre Algérien. Ces deux mondes qui se croisent n'ont en commun que la langue, car Mathilde parle arabe. La particularité de cette pièce, c'est que Mathilde est née en France, a vécu en Algérie, parle arabe, mais rentre en France. Aziz, lui, l'un des domestiques,
est né en France, mais il est d'origine algérienne et fantasme le pays de ses ancêtres. Ce qui est intéressant ici, c'est que leur regard à tous les deux est complètement biaisé. Mathilde, parce qu'elle était française, blanche, et qu'elle y est allée comme un colon. Aziz, parce qu'il n'est pas né là-bas, que finalement il ne connaît rien de ce pays. On a donc dans cette pièce l'image d'une Algérie complètement fantasmée. C'est d'ailleurs également le cas dans la pièce Amère d'Amin Adjina. Dans cette pièce, il est question de ramener en Algérie les cendres d'une grand-mère défunte. Mais là aussi, on a une Algérie fantasmée. Elle est ici fantasmée par une vieille dame qui a été contrainte de quitter ce pays qu'elle aimait à la folie et qui a choisi de n'en conserver que des souvenirs de cartes postales. En revanche, dans cette pièce, l'Algérie n'est pas seulement un fantasme, parce qu'elle existe, l'un des personnages y va. On bénéficie également, grâce à un autre personnage, en l'occurrence le chauffeur de taxi, d'un regard peut-être plus franc et moins fantasmé sur l'Algérie, puisque le chauffeur de taxi a peur de quelque chose, donc il sait que le pays est aussi dangereux. Mais il ne dit jamais de quoi. Le fait de ne pas avoir l'explication, de ne pas savoir ce qu'il craint exactement, donne une épaisseur supplémentaire à la pièce. C'est une représentation tout à fait différente qu'on va trouver dans les pièces qui parlent du Liban. La première, c'est Le collier d'Hélène de Carole Fréchette, dont nous avons déjà filmé un let's play disponible sur la chaîne. Cette pièce relate Hélène qui recherche vainement son collier de perles en plastique perdu quelque part dans Beyrouth. Chaque habitant qu'elle rencontre et à qui elle va demander après son collier de perles essaie de lui expliquer à quel point cela n'a pas d'importance. Mais Hélène peine à ouvrir les yeux, à regarder vraiment, à voir l'état de cette ville dans laquelle elle n'est que de passage. Elle voit les ruines, mais n'en comprend pas la signification. C'est l'homme dans la rue qui la brusque, et Nabil, le chauffeur de taxi qui, lui, sans la brusquer, parviennent à lui ouvrir les yeux. Deux regards s'affrontent, Hélène, avec ses yeux qui survolent la misère sans vouloir s'arrêter dessus. Et les habitants de Beyrouth, qui ont l'habitude d'escalader les décombres mais qui n'oublient jamais qu'ils sont là. Dans La mémoire de Job, la pièce d'Elias Khoury, on remonte le temps à partir de 1943, date de l'indépendance du Liban. Petit à petit, de nombreux personnages viennent brosser le tableau du pays. Ici, pas de fantasmes. Les personnages qui s'adressent à nous sont sans concession. Ils ne nous laissent pas nous illusionner, nous font regarder la réalité en face, leurs espoirs, leurs désillusions. Beyrouth est fracassée, en ruine, mais contre toute attente, elle grouille de vie. Elle ne cesse de reprendre une nouvelle inspiration dans l'attente d'une nouvelle bombe, mais elle respire. C'est une ville qui vibre d'une énergie rare, dense, et qui cherche inlassablement à se relever après chaque nouvelle attaque. C'est du moins ce que j'ai ressenti à la lecture de cette pièce. Pour l'Irak, à mon grand regret, j'ai un ensemble de textes, longs, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire. Mais que je vais lire. Mais j'ai toutefois une pièce. Bab el Taxi, de Mohamed Kassimi, qui est un auteur algérien et qui date de 2005. Dans celle-ci, on va avoir deux images de l'Irak. D'abord un Irak complètement fantasmé. Et puis, à un moment donné, quand les personnages se retrouvent à devoir frayer ensemble, un Irak nettement plus réel, nettement moins beau, nettement moins simple aussi. La réalité se heurte brutalement au fantasme pour ces personnages perdus qui tentent le tout pour le tout et se raccrochent ou se rejettent les uns les autres. Quand tout s'effondre, à quoi peut-on encore se raccrocher ? Quand l'image se délite, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ouvre les yeux ou est-ce qu'on reste confortablement installé dans un déni ? Plus que le pays, c'est l'altérité qui questionne. Chez Mohamed Kassimi, on retrouve des références aux paysages des pays dont il parle. Il écrit le sable, les pierres, les cailloux, le vent. Il a un théâtre à la fois descriptif et très sensible. C'est plus sensible encore dans sa pièce La confession d'Abraham. On y rencontre Abraham dans le caveau qu'il partage avec sa femme, Sarah. Elle dort et Abraham raconte les bouleversements qui ont ébranlé l'humanité au fil des âges. Une humanité qui s'étend, qui croit, puis qui ne croit plus. Mais aussi la géopolitique, à laquelle il ne comprend rien. Initialement enterré en Palestine, l'archange Gabriel vient lui annoncer un soir de 1967 qu'il est désormais enterré en Israël. Et Abraham raconte sa vie, son amour, ses enfants, son rôle. Il raconte ses souvenirs et nous avons affaire non pas à des ruines cette fois, ou pas seulement, mais à de magnifiques paysages. Certains sont désertiques, d'autres fleuris. Il raconte les odeurs aussi, les sons, le bruit de l'eau, beaucoup, celle de l'Euphrate. Alors bien sûr, il y a la guerre en arrière-plan, il y a toujours la guerre. Mais avec Mohamed Kassimi, il n'y a jamais que la guerre, il y a toujours plus que cela. Israël et l'Irak sont de beaux pays par la voix d'Abraham. Ils sont intacts, dénués de violence et de ruines. Abraham traverse ses souvenirs avec la douceur de la nostalgie d'un temps heureux, mais pas que. La grande poésie de ce texte en fait un objet littéraire très différent des autres que je présente ici.
Il n'est d'ailleurs semblable à aucun autre. Les autres textes que je vais vous présenter sont plus durs et plus cruels. Si vous êtes dérangé par la guerre et ses atrocités, je ne saurais trop vous conseiller d'arrêter là votre visionnage. Les autres pays dont il va être question, ce sont Israël, et donc par extension bien sûr les territoires palestiniens, et la Syrie. Alors il y a un texte sur lequel j'extrapole un petit peu. Il s'agit de Terre Sainte de Mohamed Kassimi. Je suppose, de par son titre, qu'il s'agit de Jérusalem. Pour autant, la localisation exacte de l'action n'est jamais précisée, de même que la religion des personnages. L'idée, c'est vraiment que ça pourrait se passer n'importe où avec les premiers venus comme personnages. Ici, la guerre est partout. La liberté est restreinte, mais les rêves sont immenses. Les ruines entourent les personnages. Ruines de bâtiments, ruines de ce qui était famille aussi. Tout est blanc, aveuglant. Dans cette luminosité dérangeante, la guerre s'infiltre partout, jusqu'aux didascalies. C'est sec, il fait chaud, et le texte est aussi aride et caillouteux que l'atmosphère. Ici, la guerre a presque tout détruit. La violence et le fanatisme détruisent ce qui reste. Ambiance différente et chargée d'espoir pour Le 100e nom de Michel Géliberti, auteur français né en Tunisie. Cette pièce date de 2003. Cette pièce est une ode, un espoir. David, jeune Israélien, pleure ses parents, tués récemment dans un attentat suicide. Djihad, jeune Palestinien du même âge, laisse éclater sa colère à la suite de la mort de Jamel, son petit frère, vraisemblablement tué par des balles de l'armée israélienne. Dans le creux de la nuit, ces deux hommes se rencontrent, se haïssent, s'attirent et enfin se regardent. Sont-ils vraiment si différents ? Cette pièce ne se veut pas prophétique ni même fantasmatique, c'est simplement un rêve, un désir, un espoir. Comment peuvent aussi naître des sentiments beaux et vrais sur un champ de ruines ? On ne sait même pas si c'est encore de l'ordre du possible, mais dans cette pièce, c'est là, c'est beau et c'est très cruel. Dans la pièce Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad, Eitan, jeune Israélien, part faire ses études en Allemagne où il rencontre Wahida, jeune Américaine d'origine arabe. On s'en doute, il en tombe éperdument amoureux. Mais alors qu'Eitan est persuadé être issu d'une famille qui fait fi des clichés, il va se retrouver nez à nez avec la haine viscérale que son père voue aux Arabes en général. Cette pièce, je l'ai vue sur scène et il y a un moment particulier qui m'a beaucoup marqué. David, le père d'Eitan, essaie de faire comprendre à son fils l'effet qu'a sur lui sa relation avec Wahida. Et il demande « Tu vois ce couteau ?»« Je le vois », répond Eitan. « Si je te le plantais dans la gorge, qu'est-ce qui se passerait ?» demande-t-il à nouveau. « Tu serais infanticide », répond Eitan. Et David, le père, a alors cette phrase terrible. « Fais ta vie avec cette femme, et moi, je t'appellerai parricide. » Cette pièce ne parle pas à proprement parler de la guerre, mais de l'éclatement des cellules familiales, de l'identité, choisie ou imposée. Elle parle aussi de la foi, du mensonge et de la haine. Il est évident que la guerre, sans toujours se montrer, plane sans cesse au-dessus des personnages. Elle est d'ailleurs un personnage à part entière, puisqu'Eitan va en être victime. Les 3 pièces les plus récentes que je possède parlant d'Israël et des territoires palestiniens datent pour 2 d'entre elles de 2024 et pour la dernière de début 2025. La première pièce, H2 Hébron, est une pièce de théâtre dit documentaire, parfois dit également expérimental. Cette pièce a été faite à partir d'entretiens réalisés dans une colonie israélienne en Cisjordanie, entretiens réalisés avec des colons israéliens, des Palestiniens, des militaires, mais également des observateurs des Nations Unies. En découlent des personnages les uns à côté des autres qui ne s'écoutent ni ne se comprennent. C'est un dialogue de sourds tout à fait pertinent au regard de l'actualité. Le métro de Gaza d'Hervé Louachmol est basé initialement sur le travail d'un plasticien palestinien, Mohamed Abuzal, qui avait imaginé un réseau de métro pour circuler dans tout Gaza. Hervé Louachmol a travaillé là-dessus avec des acteurs palestiniens dans le Théâtre de la Liberté qui est basé dans le camp de réfugiés de Jénine. Tout tourne dans cette pièce autour du fait de se déplacer avec le métro. Mais ici, chaque déplacement se fait pour aller d'un hôpital à un autre pour chercher le corps d'un disparu. Les raisons de ces déplacements constants avec le métro rendent l'existence de ce même métro terriblement cruelle. Mais le texte qui pour moi a été le plus marquant, c'est 76 ans de fragments d'Anna Khalil. L'autrice est britannique, fille d'une mère irlandaise et d'un père palestinien. Elle a écrit de multiples scènes qui se passent à des moments différents entre 1948, création de l'État d'Israël, et 2024, raison pour laquelle 76. L'astérisque présente après le 76 a une vraie raison d'être. 76 ans, c'est donc le temps qui s'est écoulé entre 1948 et 2024.
L'autrice souhaite qu'à chaque fois que le texte est monté, on adapte le nombre d'années depuis la création de l'État d'Israël, ce qui fait fatalement changer le titre. Ce texte, pour le coup, est très théâtral. Les scènes sont rudes, sans concession, montrent tous les milieux sociaux, tous les âges et la guerre, toujours, qui ne fait pas de cadeau. La pièce est très visuelle, très bien écrite, et elle va vous plomber le moral, mais pitié, lisez-la. Et enfin, dernière pièce avec la Syrie. Je crois que c'est le pire, du moins pour mon petit cœur. D'abord, on a Chronique d'une ville qu'on croit connaître, suivie de Braveheart de Wael Kadour. On y suit Roula, jeune femme pro-révolution, opposée au régime de Assad, donc, et qui est attrapée par les services de renseignement. Elle n'a rien à raconter, n'est personne et ne cache rien. Mais ça, les soldats s'en fichent. Ils veulent qu'elle parle, peu importe si ce n'est pas la vérité. Chantage, menaces, torture, tout y passe. Ils finissent par capturer Nour, amie ou amante de Roula, on n'en sait trop rien, afin que Roula se mette enfin à table. Les deux femmes parviendront à sortir grâce au père de Nour. Mais les problèmes, on s'en doute, ne s'arrêtent pas là. Cette pièce aborde le sujet difficile de l'homosexualité en Syrie, homme comme femme, et pas avec tendresse. C'est terrible, cruel et humiliant. Elle aborde évidemment les tortures systématiques commises par le régime de Assad, ainsi évidemment que les emprisonnements arbitraires. Et la guerre, toujours, qui n'est jamais loin et attend son heure. La seconde pièce, Braveheart, parle de ce que c'est qu'être un réfugié, de ce que c'est qu'être déraciné. Elle parle aussi de ce que c'est que de croiser par hasard son bourreau dans les geôles syriennes, quelque part dans une petite ville française. De l'y croiser parce que lui aussi a obtenu le statut de réfugié. On y parle de stress post-traumatique, de théâtre aussi. Enfin, les deux dernières pièces que je vais vous présenter sont de Ramzi Shuker. On a d'abord East Side Naya et Palmyre les bourreaux. On retrouve des personnages qui sont communs aux deux pièces. J'avoue ne pas avoir bien compris s'il s'agit de personnes réelles et de leurs histoires, mais que ce soit le cas ou non, c'est terrible. C'est touchant, c'est à vomir, c'est incroyable. Ici, on va dans le détail. Les tortures subies dans les prisons du régime Assad, les emprisonnements arbitraires, les histoires d'amour avortées par la douleur, la distance, la fuite, l'exil aussi. East Side Naya est le nom d'une prison. Palmyre, qui est une ville, fait ici référence à une autre prison et nombre des prisonniers de la pièce sont baladés de l'une à l'autre. Cette pièce rend concrète des exactions qu'on n'ignorait pas mais qui sont données à lire avec une telle crudité qu'il est impossible d'y rester insensible. Alors bien sûr, malgré le côté extrêmement réjouissant de tout ceci, j'espère être parvenue à vous donner envie d'en découvrir certaines. Nous allons évidemment vous laisser la liste. Et nous allons même mettre la pièce que je n'ai pas eu le temps de lire. Pour ma part, j'ai eu deux découvertes incroyables. D'abord, il y a 76 ans de fragments d'Anna Khalil qui m'a beaucoup touchée. La seconde, qui m'a énormément touchée aussi et pour laquelle j'étais à deux doigts de verser ma petite larme, c'est East Side Naya et Palmyre les bourreaux. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Cette vidéo qui ne devait pas l'être s'est finalement métamorphosée en recommandation de lecture. J'ai conscience bien sûr que c'est très différent de ce que je fais d'habitude, néanmoins ces pièces-là méritent d'être lues. Et il m'a semblé important de vous partager ça. En tout cas, si vous n'êtes pas trop déprimé et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas et écrivez cruel en commentaire. On n'oublie pas, un like, un commentaire, un abonnement. Quant à nous, on revient bientôt avec beaucoup moins déprimant, c'est promis.